celles et ceux qui ont une vraie conscience écologique et environnementale. Je trouve ça absolument extraordinaire et Dieu sait que c'est nécessaire et obligatoire maintenant pour l'entreprise d'intégrer ce qu'on va appeler des préoccupations environnementales, ce qui est vraiment l'une des grandes parties des engagements qui sont attendus de la part des entreprises qui sont en démarche RSE. Donc, clairement, oui, bravo, encore, c'est pas encore assez. Oui, faisons des actions sur le volet environnemental. Mais force est de constater que lorsqu'on feuillette des rapports RSE, quand on discute avec des responsables RSE, on se rend compte que l'écrasante majorité des actions qui sont inscrites et qui sont mises en place tournent autour du sujet écologique et environnemental. Or, si on en ramène à la définition primaire de la RSE, on est bien sur une démarche d'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales. Donc déjà, on entend, ne serait-ce que par un constat de terrain, que sur, j'ai envie de dire, les deux cerveaux, le cerveau environnemental et le cerveau social, sur ces deux sphères, sur ces deux dimensions que l'entreprise responsable doit investir, aujourd'hui, une écrasante majorité porte sur les enjeux environnementaux. Ce matin, eh bien évidemment, je vais vous proposer qu'on aille regarder le sujet de l'impact social, de la performance sociale, des préoccupations sociales. Alors, ce schéma, vous devez normalement toutes et tous le connaître, c'est le schéma extrêmement classique et basique qu'on communique sur la RSE depuis un grand nombre d'années, où on représente trois sphères, avec la sphère sociale, la sphère économique et la sphère environnementale. On part du principe qu'une entreprise responsable qui est engagée dans une démarche de RSE, qui imagine des actions et qui déploie des actions, doit les déployer de manière à pouvoir respecter et ses engagements économiques, et ses engagements sociaux, et ses engagements environnementaux. Je vous rappelle que la RSE est extrêmement connectée au concept de développement durable, et je vais y revenir dans un instant avec évidemment les grands principes, ce qu'on appelle les ODD, dans le schéma classique de la RSE qui fixe finalement la philosophie de ce que c'est que d'être une entreprise responsable. On n'est pas en train de dire il faut faire de la performance purement environnementale ou purement sociale. On parle vraiment d'une manière de concilier trois façons de regarder le travail, le rôle d'une entreprise. Il est absolument hors de question d'engager une démarche RSE dans une entreprise au prix de sa survie financière et économique. En fait, l'entreprise, tout comme une personne physique, a besoin de continuer d'exister. Et pour continuer d'exister, elle a besoin d'être viable financièrement, elle a besoin de respecter des obligations liées au droit du commerce, elle a besoin de fournir des prestations de qualité, etc. Donc la RSE part du principe que le socle de la viabilité de l'entreprise est sa performance économique. Par contre, vient rajouter le fait qu'on ne fasse pas du business, de la finance, de la profitabilité au prix d'abîmer l'environnement et au prix d'abîmer l'humain. Et c'est en ce sens que la RSE, finalement, propose une forme de quadrature du cercle que certains arrivent à résoudre de mieux en mieux. C'est d'arriver à la fois à préserver cette viabilité, cette santé économique, tout en prenant compte les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Donc, sur les aspects environnementaux, je ne vais pas revenir sur le détail, puisqu'aujourd'hui, on va plutôt parler de la sphère sociale. Et alors là où les choses se compliquent dans la définition, en tout cas, moi, ça m'a demandé un moment pour arriver à clarifier les choses, c'est que quand on parle de responsabilité de RSE, on parle de responsabilité sociétale d'entreprise. C'est-à-dire comment l'entreprise peut prendre sa place et son rôle dans la société de manière globale. Or, la dimension sociétale, techniquement, est bien plus le lien entre l'entreprise et son environnement humain. Donc, on serait finalement plus sur le pilier S, social, là, de mon schéma. Dans la RSE, quand on regarde le détail des actions qu'on peut mettre en place, on se rend compte que la performance sociale, les actions sociales, viennent couvrir en fait deux dimensions. La dimension externe, mes relations avec mes parties prenantes externes, donc on est vraiment sur du sociétal, et mes relations avec mes parties prenantes internes, mes collaborateurs, mes collaboratrices de toute fonction. Là où la qualité de la vie au travail va intervenir, et le premier lien que je peux vous poser ici, c'est le fait qu'en qualité de vie au travail, on va porter un regard sur la conciliation entre la performance économique et la performance sociale. C'est-à-dire que vraiment la paire de lunettes qu'on utilise en QVT, c'est toujours celle-ci. Je regarde avec mon œil droit les objectifs de performance économique et je regarde avec mon œil gauche les objectifs de performance sociale. Comment je peux être viable et gagner de l'argent
tout en prenant soin de l'être humain. Donc, on va chercher en RSE à avoir un impact positif sur la société. Et j'aime beaucoup ce schéma de la RSE que peu connaissent, qui vient du label Lucie, qui est un organisme qui permet de certifier vos démarches RSE. Le label Lucie propose une vision qu'on appelle la vision de la soutenabilité forte, qui permet d'établir le lien entre la performance économique et la performance sociale et sociétale. Partant du principe que si l'entreprise est rentable, si elle gagne de l'argent, alors cette valeur produite va pouvoir être au bénéfice, donc remonter, être au bénéfice des parties prenantes sociales et sociétales de l'entreprise. Par exemple, chez Wonjo, dès qu'on gagne de l'argent, on le réinvestit. Moi, en tant que dirigeante, je passe un tiers de mon temps à faire de l'éducation populaire et à offrir mon énergie, mon temps, partager mes idées avec la société. C'est une façon de faire du partage de valeur. Et dans la deuxième flèche, vous voyez le mouvement organique et rétroactif, on part du principe en qualité de vie au travail que le bien-être au travail est un vecteur de performance économique. C'est-à-dire qu'en prenant compte l'humain et en prenant soin de l'humain, alors l'humain se sent mieux au travail et plus efficace opérationnellement et donc peut contribuer à avoir une meilleure performance sur son poste, donc contribuer à la performance de son équipe, donc contribuer à la performance de son entreprise. Et c'est vraiment sur un mouvement de va-et-vient dans la philosophie de la RSE. Si on fait le lien avec l'ISO 26000, tel qu'il est décrit, on est sur ça s'appelle des questions centrales. Donc voilà le schéma qui présente les fameuses 7 questions centrales. Et il m'est arrivé d'échanger avec des personnes qui étaient certifiées ou même des personnes qui écrivent le nouveau ISO 26000. Et on a cherché à décrypter les liens. Où est-ce que se positionne la QVT au sein de l'ISO 26000 ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la QVT n'est nulle part inscrite en tant que telle. Et c'est là, en fait, que le sujet se complexifie encore. C'est-à-dire que les entreprises en démarche de RSE qui se font certifier ISO 26000 ne peuvent pas avoir une lecture extrêmement précise de ce qui relève de la qualité de vie au travail. Ma lecture analytique, c'est que la QVT va interférer avec la question centrale des droits de l'homme, puisqu'il s'agit de respecter le droit du travail, d'être à l'écoute des besoins individuels des humains qui sont au travail et de satisfaire leurs besoins. On parle beaucoup de conciliation, de vie, temps pro et temps perso. Et évidemment, on va parler d'équité sociale, de justice sociale, d'égalité des chances, d'égalité de traitement, etc. Donc ça, je le raccrocherai, moi, à la question centrale des droits de l'homme. Mais il y a une deuxième question qui semble toute fléchée pour être celle de la QVT, d'autant plus depuis que la QVT a été rebaptisée avec le nouvel accord de 2020, QVCT. Donc maintenant, on ne doit plus dire qualité de vie au travail, on doit dire qualité de vie et des conditions de travail. Et on voit dans l'ISO 26000 qu'une question centrale s'appelle relations et conditions de travail. Donc elle ne s'appelle pas QVT, elle s'appelle relations et conditions de travail. Et quand on regarde un peu le détail de cette question centrale, on vient aborder les questions de SST, donc de prévention, santé, sécurité, travail. On parle de dialogue social, on parle de bien-être au travail de manière assez floue, et on va parler de développement RH. Si on sort d'une vision un peu trop catégorique et académique, à mon sens, bien plus que ces deux bulles sont concernées par la posture et les actions de qualité de vie au travail, puisqu'il y a des impacts directs et indirects des 5 autres questions centrales. Je pense notamment aux questions de gouvernance, c'est-à-dire que si on œuvre dans une entreprise qui ne cultive pas le management collaboratif, la possibilité de s'exprimer, qui n'a pas des pratiques inclusives, compliqué d'avoir une entreprise qui a une posture qualité de vie au travail sincère. Certaines structures me disent aussi, moi aujourd'hui, si on ne respecte pas l'environnement, j'ai l'impression qu'on abîme mon expérience de vie au travail. Parce que chaque jour, je viens travailler dans une entreprise dont les comportements sont antagonistes avec mes propres valeurs. Et donc ça peut créer des dissonances cognitives qui, du coup, abîment l'expérience de vie au travail. Donc, vous voyez que le sujet est quand même un peu compliqué. La QVT est disperse au milieu de tout ça. Si on essaye de rajouter une couche de complexité et que je vous offre ma lecture des liens entre les 17 ODD de l'ONU, je vous ai mis en couleur ceux qui me semblent être ceux qui sont directement connectés avec la question de la qualité de vie au travail.
Vous savez que la RSE a vraiment été pensée au départ comme la contribution des entreprises aux objectifs du développement durable. Voilà, donc ce qui signifie que la plupart des entreprises, lorsqu'elles réalisent leur diagnostic et qu'elles écrivent leur plan d'action RSE, s'appuient beaucoup sur ces 17 ODD. Maintenant, est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que, on peut réduire la QVT aux ODD que je vous ai mis en cours ici, aux 5? Une bonne santé, bien-être, éducation de qualité, donc accès à la formation et considérer que le travailleur est un être humain apprenant tout au long de sa vie. L'égalité entre les sexes, on est plutôt en QVT sur des notions de diversité et d'inclusion beaucoup plus larges. On parle de travail décent et de croissance économique sur l'ODD numéro 8, dans l'idée que l'humain puisse avoir des conditions de travail confortables tout en assurant de la performance et de l'efficacité. Et on parle des inégalités réduites sur le numéro 10. Moi, en synthèse, avant de vous faire réagir à ce que je viens de vous exposer, à mon sens, en fait, il y a une convergence profonde sur les objectifs. C'est-à-dire qu'en RSE ou en QVT, dans tous les cas, ce qui nous anime profondément, notre intention profonde, elle est bien de respecter la vie. De faire en sorte que l'activité professionnelle, que l'activité de nos entreprises soit la moins impactante possible d'un point de vue négatif sur l'environnement à l'extérieur, l'environnement social, l'environnement, la planète, mais également que l'entreprise prenne soin de ce que moi je vais appeler les internalités. Les internalités, c'est-à-dire la façon d'être en relation et de fonctionner au quotidien avec les parties prenantes internes. Pour moi, une stratégie RSE est complètement renforcée par une démarche QVT et pour moi, une démarche QVT nourrit une démarche RSE. Donc, quand j'entends certaines personnes qui me disent voilà, notre entreprise est en démarche RSE, il faut que je me mette à faire de la QVT, je doute qu'il n'y ait rien qui soit fait. D'ailleurs, petite parenthèse, une entreprise qui ne ferait pas du tout de QVT, ça n'existe pas puisque sinon, ça voudrait dire que les collaborateurs et les collaboratrices sont tous profondément malheureux au travail, non épanouis et à deux doigts de démissionner. Évidemment, QVT, nous, la question qu'on va se poser, c'est bien d'être une entreprise responsable avec ses fournisseurs, c'est bien d'être une entreprise responsable qui prend soin de son impact carbone et réduit ses externalités environnementales négatives. Mais si on commençait d'abord par prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur et des personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Vous savez, c'est un peu comme le slogan d'Actimel à l'époque, où on disait ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. En QVT, nous, le regard qu'on va porter, c'est vraiment sur le regard en interne, sur la façon dont les parties prenantes internes vivent le travail. Je vous rappellerai pour finir sur l'environnement réglementaire que notre ANI fondateur, nous en QVT, qui est l'ANI de 2013, fixe clairement la qualité de vie au travail comme un élément constitutif de la RSE. Donc, c'est écrit dans les textes. Et que depuis la loi Pacte qui date de 2019, la RSE, la QVT, pardon, est clairement inscrite comme étant, et ça lui offre une reconnaissance en fait, de son intérêt social. La loi Pacte dit clairement la QVT est un objectif à atteindre pour chaque entreprise. Je vais vous proposer de rentrer dans l'univers de la qualité de vie au travail et de vous livrer la façon dont on regarde le sujet, dont je regarde le sujet. Je vous propose évidemment de commencer par la définition. Donc ça, ce sont les textes officiels qui existent, qui nous disent ce qu'est la qualité de vie au travail. Notre fameux accord national interprofessionnel de 2013 fixe une définition que je vous propose de lire et de vous jouer pour vous donner l'âme, finalement, la façon dont moi je perçois cette définition. L'année de 2013 nous dit que la qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, et qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie. Voilà. Je voulais vous le jouer juste pour vous permettre de vous rendre compte de l'effet que ça peut faire quand une entreprise se dit « il faut que je fasse de la QVT » ou « j'ai envie de faire de la QVT », qu'on soit sur une énergie de contrainte ou sur une profonde motivation sincère, on se dit donc il faut que je contribue à améliorer ce qui est de l'ordre du sentiment. Donc, on parle d'une perception individuelle et subjective, quelque chose qui est en vous,
Le sentiment de bien-être au travail de Frédéric et celui de Sonia, même s'ils font le même métier dans la même entreprise, ne sera jamais le même. Donc l'entreprise se dit, donc je dois prendre ma responsabilité pour contribuer à une émotion, à une sensation, à un sentiment. De ce qu'on va appeler le bien-être au travail. Donc on pourra se poser la question de ce qu'est le bien-être au travail. Si vous voulez qu'on en reparle, il y a une définition aussi officielle de l'OMS. On dit que ce sentiment il est perçu collectivement et individuellement, donc on affirme dès le départ que le champ d'opérationnalisation de la QVT doit être à la fois sur l'univers collectif et sur l'univers individuel. Donc, quand on entend des démarches QVT qui ne portent que sur l'amélioration des conditions de travail et des facteurs collectifs de travail, alors on oublie de traiter les situations individuelles. Et à contrario, lorsqu'on est dans une logique d'hyper-individualisation de la gestion des ressources humaines, on peut oublier qu'il y a aussi des facteurs contextuels, environnementaux, généraux, collectifs qui ont un impact sur la façon dont individuellement on vit le travail. Et toute cette liste que je vous ai mise en italique et en gris, qui me semble très intéressante, qui me semble incomplète, étrangement structurée, et qui correspond à un niveau de maturité en France qu'on avait en 2013 sur le sujet. En 2020, on a un nouvel accord qui sort, qui donc rebaptise la QVT en QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, l'ANACT nous explique que dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux, il a été décidé de rajouter le mot C de conditions de travail, non pas parce que les conditions de travail auraient été absentes dans la façon de regarder la QVT avant, bien sûr, mais parce que les démarches QVT ont tendance à flirter avec les démarches dites périphériques, des actions superficielles qui, quelque part, contribuent au bien-être des travailleurs, mais qui ne correspondent pas profondément à la façon de nourrir les besoins des travailleurs. Je vous ai mis le visuel du baby-foot. Donc, l'ANACT et les partenaires sociaux disent un bar à smoothie, c'est chouette, un corner gourmand, c'est chouette, des massages le midi, c'est chouette, mais en QVCT, on ne va pas adresser que le volant bien-être corporel, on ne va pas être que sur des mesures qui portent à faire du travail un lieu fun et un lieu de loisir. On doit adresser des vraies questions centrales, qui sont des questions d'organisation, qui sont des questions de conditions de travail. Conditions, encore une fois, collectives et perçues de manière individuelle. Donc voilà ce que la définition nous renseigne. Je vais passer assez vite sur les enjeux, puisque je pense que vous les maîtrisez bien. Frédéric en parlait, le contexte réglementaire s'est extrêmement durci. Un employeur a des obligations légales, notamment en matière de prévention, santé-travail. Évidemment, les directions d'entreprise, lorsqu'elles décident d'investir, voient en QVT la possibilité d'investissements qui seront des leviers de compétitivité et de performance. On sait que quand on a plutôt une casquette RH, eh bien, on va regarder la qualité de vie au travail comme un moyen, un ensemble de moyens qui permettra d'agir sur des indicateurs, évidemment sur la fidélisation et le fait que les personnes puissent rester en poste et qu'elles puissent s'y réaliser, qu'elles puissent être présentes et non pas faire du présentéisme. Donc, ça vient jouer sur les indicateurs d'engagement, de motivation, évidemment, les arrêts de travail, etc. Et puis, les services RH, communication, vont s'intéresser à la QVT aussi sous l'angle de la marque employeur, considérant qu'à partir du moment où un collaborateur se sent bien au travail, dans son entreprise, il fera rayonner l'image de marque de sa structure en interne et contribuera à une forme de fidélisation. Il aura à cœur d'intégrer aussi les nouvelles recrues, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi des enjeux en marque employeur à l'externe, de trouver des collaborateurs qui vont être de somptueux porte-parole pour l'entreprise. D'ailleurs, on anime un webinaire demain après-midi sur le sujet. Et puis, il y a, et Dieu sait que c'est quand même ce qui nous fait vibrer le plus, une vraie volonté qui a toujours été présente, hein, mais qui est en train de se réaffirmer ou de prendre davantage de place dans le paysage économique, qui est une forte volonté d'humanisme et d'humanisation de la vie au travail, qui ne veut plus considérer que le travail soit souffrance, qui veut considérer que le travail, c'est la santé, comme le disaient nos grands-parents, que le travail contribue à se réaliser, à nous épanouir, à nous dépasser, à nous permettre d'avoir une place dans la société, une forme de reconnaissance et contribue à améliorer notre estime de nous-mêmes. Donc la QVT, quand on la regarde après dans le paysage
complet de la façon dont une entreprise fonctionne. En tout cas, chez nous, on aime la connecter évidemment à la stratégie de l'entreprise, à la démarche RSE, mais également aux politiques qualité sur lesquelles on peut prendre des engagements qui viennent toucher directement à la QVT. Dans la QVT, on a un lien très, très fort avec le dialogue social. On ne peut pas faire de la qualité de vie au travail en prenant des décisions dans la tour d'ivoire de la direction ou des cadres. La qualité de vie au travail, c'est la qualité de vie des travailleurs et des travailleuses. Ils sont les premiers sachants sur leur expérience de vie au travail. Donc, il s'agit absolument de libérer la parole et de donner la possibilité à ces parties prenantes internes de s'exprimer, d'agir et de contribuer pour améliorer leur situation et prendre soin de celle de leurs collègues. Évidemment, en QVT, on est connecté à tout le volet santé-sécurité au travail, prévention des risques, documents uniques, etc. Et à des aspects profondément culturels, puisqu'on voit que certaines entreprises ont cette fibre et ces valeurs humanistes qui les amènent à chercher à structurer ou à valoriser des choses qu'ils font déjà et qui leur donnent envie de faire mieux. Des patrons, on en a régulièrement, qui nous disent les gens ne se sentent pas bien chez moi, je vois que j'ai des départs et pourtant j'ai l'impression de tout faire pour que ça se passe bien. Et donc, il y a cette ouverture d'esprit maintenant parce qu'il y a dans les valeurs de l'entreprise une forte volonté de l'humilité et une forte volonté de se remettre en question et d'être meilleur chaque jour. Donc voilà pour les enjeux et la place de la QVT dans l'écosystème interne. Frédéric, est-ce que vous voulez intervenir? Il y a la main qui est levée. Non, c'est bon. Je voudrais rappeler quelque chose. Souvent, quand les entreprises pensent QVT, ils pensent bien-être au travail, donc ils pensent cet état de plénitude et de santé que l'être humain ressent. Et bien sûr, en qualité de vie au travail, on prend soin du vécu, de l'expérience, du ressenti de chaque travailleur et de chaque travailleuse. Mais on ne vient pas au travail juste pour être bien. On vient au travail pour travailler. Et ça, c'est un élément qui est très, très important, qu'on oublie beaucoup dans l'univers des spécialistes de la qualité de vie au travail. C'est on oublie de porter notre regard sur le fait que la QVT a pour objectif de permettre aussi aux travailleurs d'être efficaces. Et c'est pour ça que les questions d'organisation, typiquement, et de conditions de travail, par exemple, je sais pas, l'équipement matériel du travail, les horaires, sont partie prenante des démarches de QVT. Quand on se sent bien, on est plus efficace. Quand on est efficace, on se sent mieux. Et il y a vraiment un cercle vertueux entre ces deux dimensions. Aucun travailleur le matin ne part en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais tout faire pour être inefficace ». Ça n'existe pas. Même le pire syndicaliste. Eh bien sûr que non. Qu'il soit syndicaliste, employeur ou salarié, il est un être humain qui a envie chaque soir de rentrer chez lui en étant fier de son travail. Tout être humain a envie d'être efficace et tout être humain a envie de préserver sa santé. Et tout l'objet de la qualité de vie au travail, c'est de permettre aux travailleurs et aux travailleuses à la fois de se sentir bien et de bien faire leur travail, de leur donner ces moyens-là. Donc, si on regarde très concrètement après comment ça peut se dérouler, comment on peut le réfléchir, le diagnostiquer, comment on peut écrire un plan d'action, il faut entendre que, comme la définition le propose, on a 2 niveaux à traiter en qualité de vie au travail. Puisqu'on va prendre soin de la qualité de l'expérience qu'ils vivent et de la qualité du travail qu'ils réalisent, individuellement et collectivement, alors on va traiter une dimension collective et une dimension individuelle. En dimension collective, on appellera ça concilier performance sociale et performance économique. Au niveau individuel, on dira prendre soin du bien-être de l'individu et de son efficacité ou de sa performance opérationnelle. Donc, en dimension collective, les textes nous disent qu'une démarche QVT regroupe les actions qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de travail et la performance globale des entreprises. Donc, on dit bien performance globale. Et donc, ça veut dire que sur le champ collectif, une entreprise qui est en démarche QVT, qui a une posture QVT, qui vraiment a cette philosophie de cette conciliation, doit systématiquement se poser la question, lorsqu'elle prend une décision, de concilier ces 2 performances. Est-ce que j'ouvre une usine en Tunisie? Quels sont les impacts derrière, sociaux, pour les parties prenantes internes et pour les parties prenantes sociétales? Donc, je prends toujours la décision quand j'augmente mes prix ou quand je lance un plan social, quelle que soit la décision que l'entreprise prend, la philosophie QVT oblige à avoir cette paire de lunettes doubles, un verre très rationnel
et un vert beaucoup plus affectif. Je ne mets pas en danger ma santé financière. Je suis prêt à faire des concessions sur ma marge, par exemple ma rentabilité, mais en tout cas, je ne prends aucune décision qui soit auprès de l'humain. Et sur la dimension individuelle, la démarche qualité de vie au travail va chercher à générer pour chacun des individus qui œuvrent au sein de cette entreprise eh bien, un maximum d'émotions positives et donc une perception positive de son travail, considérant encore une fois que l'être humain au travail, ce n'est pas une machine, c'est quelqu'un qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a un corps et qui ne doit ni s'abîmer, ni voir les ailes qu'il a dans le dos empêcher de s'épanouir et de se déployer. Donc, quand on est dans une entreprise qui a une culture qualité de vie au travail, eh bien, elle nous amène à prendre des décisions systématiquement quand le sujet concerné est un individu, toujours se demander est-ce que je suis bien en train de concilier son bien-être au travail et son efficacité opérationnelle. Voilà, c'est ça la quadrature du cercle que l'ANACT nous propose de traiter avec ces 6 champs d'action qui sont une façon de lire la QVT et de traiter les sujets collectifs et individuels. On rappellera juste, et j'en finirai là avant qu'on puisse échanger, sur le fait que dans la perception positive qu'un travailleur a de son expérience de vie au travail, donc la perception individuelle de la QVT, elle est la somme de 3 facteurs. D'abord de son contenu du travail, ensuite des conditions dans lesquelles il exerce son travail, et la troisième dimension, c'est sa capacité à s'exprimer sur ce qu'il vit et à agir sur ce qu'il vit. La vraie philosophie qualité de vie au travail veut qu'on prenne soin du contenu du travail et des conditions dans lesquelles on l'exerce, mais aussi qu'on ouvre enfin le droit à chaque individu de prendre la parole sur l'expérience qu'il fait, de contribuer à prendre soin de ce qui fonctionne, à améliorer ce qui ne fonctionne pas, et qu'on lui donne le pouvoir d'être davantage acteur de sa vie et acteur de la vie des personnes qui l'entourent. Et là où on peut voir des démarches QVT qui commencent à avoir quelques années, j'ai un exemple particulièrement en tête, une démarche QVT qui a déjà 6 ans, avec un plan d'action qui est très orienté autour du contenu du travail et des conditions de travail. Et les résultats ne sont pas extrêmement efficaces parce que dans la culture de l'entreprise, il y a des mots qui sont tabous. Par exemple, c'est une entreprise dans laquelle on n'a pas le droit de dire le mot stress. Et oui, ça existe en 2022. Compliqué d'inviter chacun à prendre soin de lui et à prendre soin de son entourage professionnel si on n'autorise pas la liberté d'expression et si on ne fait pas confiance pour agir.